Le dimanche 20 juillet 1969, le module lunaire Eagle se pose en douceur dans la mer de la Tranquillité. Pour la première fois, un vaisseau spatial, avec à son bord 2 hommes, se pose sur la Lune. Il aura fallu 11 ans pour concevoir, développer, assembler, tester et finalement piloter cet incroyable véhicule. Mais si le vaisseau Apollo trouve ses origines dans la conception de la fusée Super Jupiter par Wernher von Braun en 1958, plus tard rebaptisée Saturne V, l'idée de voyager vers la Lune est bien plus ancienne que ça. Je crois qu'on peut affirmer avec un minimum d'aplomb qu'au XXe siècle, les personnes les plus à même de réussir un voyage vers la Lune étaient peu ou prou regroupées dans les bureaux des programmes spatiaux américains et soviétiques. J'ai déjà largement parlé des figures de proue de chacun de ces programmes, ainsi que de leurs programmes lunaires, à savoir Wernher von Braun et Sergei Korolev, dans 2 séries de vidéos que je vous invite à voir ou revoir. Mais si von Braun a été le premier à concevoir un vaisseau lunaire opérationnel, et si Korolev n'est pas passé loin d'y arriver aussi, ils n'ont en revanche pas été les premiers à concevoir des vaisseaux lunaires, tout court. À vrai dire, les premiers concepts de vaisseaux lunaires ont suivi de peu les publications de Galilée concernant notre satellite. Autrement dit, les plus anciens vaisseaux lunaires ont presque 400 ans. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on jette un œil à quelques-uns de ces engins. Alors, avant de commencer, on va exclure d'office toutes les idées de vaisseaux lunaires qui ne sont finalement que des vaisseaux spatiaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, à savoir une capsule avec un moteur fusée derrière. Dans le courant du XXe siècle, les fusées sont devenues de plus en plus courantes, avec d'abord les roquettes militaires à poudre, puis la première fusée à ergol liquide de Goddard en 1926, et je parle même pas de tout ce qui vient après. Donc, dès le début du XXe siècle, la fusée s'impose comme le moyen de prédilection pour aller dans l'espace et sur la Lune. Mais on sait que ça va effectivement marcher dès 1969, donc je vois pas l'intérêt de passer en revue le nombre gigantesque de romans et de comics qui parlent de fusées. Dès le début du siècle dernier, on connaît l'espace, on sait que c'est vide, on connaît les lois de la physique et de la balistique, donc on arrive vite à la conclusion que la fusée est le must une fois qu'on a passé l'atmosphère. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toutes les autres techniques imaginées en fait. Et surtout celles imaginées à l'époque où on ne savait encore rien ou presque de l'aéronautique ou de l'aérospatiale. On va pas y chercher de cohérence scientifique, puisque la plupart ont été imaginées en dehors de ce cadre ou même avant l'invention de la méthode scientifique et sans les connaissances importantes qu'elle nous a apportées. Bon, ceci étant dit, faisons un bond dans le passé jusqu'en 1609. Avant cette date, les écrits d'Aristote faisaient autorité. Celui-ci divisait le monde en 2 grandes parties, imparfaite au sol et parfaite dans le ciel. Autrement dit, le monde que vous connaissez est très imparfait, comme vous pouvez le constater au quotidien, mais dès que vous vous élevez dans le firmament, tout devient parfait et mathématiquement élégant. Les astres, dont la Lune par exemple, sont des sphères parfaites. Alors, je dis la Lune par exemple, mais je pourrais aussi dire la Lune et le Soleil, parce qu'à ce moment-là, on ne dispose d'aucun outil grossissant qui permette de se rendre compte que les autres planètes sont aussi des sphères. Et là, arrive Galilée. Galilée va révéler qu'effectivement, les autres astres du système solaire sont aussi sphériques, mais d'abord, il va observer la Lune. Et il va très vite se rendre compte qu'elle est loin d'être parfaite. Au contraire, c'est un environnement accidenté sur lequel il découvre montagnes et cratères. La conception aristoclétienne d'un firmament parfait vole en éclats. Les écrits de Galilée vont faire le tour du monde et à partir de là, les imaginations vont s'enflammer. Si la Lune est un autre monde, pourquoi ne serait-il pas aussi habité ou au moins habitable ? Après tout, on a découvert les Amériques une centaine d'années auparavant, alors l'idée de grands territoires vierges à explorer n'est pas si déconnante. Reste à savoir comment y aller. Parlons maintenant de Francis Godwin. C'est un évêque anglais né en 1562 qui est aussi historien, écrivain et, ce qui nous intéresse aujourd'hui, auteur de fiction. Dans son livre The Man in the Moon, L'homme dans la Lune, qu'il écrit en 1620, 11 ans après la publication des écrits de Galilée sur la Lune, Godwin raconte à la première personne l'histoire de Domingo González, un Espagnol forcé à l'exil après avoir tué un rival en duel. Après quelques années, il décide de rentrer au pays, mais son navire s'échoue sur l'île de Sainte-Hélène, paumée au milieu de l'Atlantique.
Cherchant un moyen de communiquer avec le reste du monde, il découvre sur l'île une espèce de cygne sauvage particulièrement costaud et endurant, qu'il envisage alors d'utiliser comme de gros pigeons voyageurs. Mais González prend conscience de l'incroyable force de ces volatiles et décide plutôt de concevoir une machine constituée d'une armature en bois pourvue d'une selle et sur laquelle sont harnachés plusieurs de ces oiseaux. Après quelques vols de test autour de l'île, une série de déconvenus le force à prendre la direction de la Lune qu'il atteint en 12 jours. Là-bas, il découvre une population humaine, dont les représentants sont grands et catholiques, quelle chance! Mais leur société apparemment utopique ne l'est que parce qu'ils échangent leurs enfants délinquants avec des enfants kidnappés sur Terre. Sautons de quelques décennies dans le futur pour arriver en 1650 et la publication par Cyrano de Bergerac de son roman « Histoire comique des États et empires de la Lune ». Dans ce livre, Cyrano de Bergerac raconte comment il a tenté de rejoindre la Lune à l'aide de fioles remplies de rosée, mais ça n'a pas marché. Il conçoit alors une machine pourvue de feux d'artifice qui parvient à l'élever jusqu'à la Lune. Bon alors, je sais que j'ai dit qu'on parlerait pas de fusée, mais déjà sa machine c'est pas une fusée lunaire moderne, mais plutôt des genres de godasses à réaction. Ensuite, on n'est pas en 1950, mais en 1650. Bernoulli ne naîtra que 50 ans plus tard, et la portance, par exemple, est un concept encore totalement inconnu à l'époque. Donc, saluons quand même l'idée d'utiliser un moteur à réaction. Bref, Cyrano arrive au paradis terrestre, qui, en toute logique, se trouve donc sur la Lune, mais étant athée, il en est exclu. Il rencontre néanmoins d'autres habitants de la Lune, qui se nourrissent de fumée et ont comme monnaie d'échange les poèmes. Il marche à quatre pattes et trouve Cyrano le bipède particulièrement étrange. Il devient donc une bête de foire et singe à la cour du roi de la Lune. Il s'attire ensuite des emmerdes en ayant dit que la Lune est un satellite de la Terre, alors que les Sélénites croient l'inverse. Il s'en sortira sans trop de casse et rentrera sur Terre grâce à l'aide providentielle du diable. Bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut voir dans ce récit une critique de la société dans laquelle Cyrano de Bergerac vit. Sautons maintenant jusqu'en 1775 pour voir paraître l'ouvrage de Louis-Guillaume de La Folie, dont j'aime définitivement le nom, et qui s'intitule « Le philosophe sans prétention » ou « L'homme rare ». Et j'aime aussi définitivement ce titre. Bref, l'auteur y fait la rencontre d'un habitant de Mercure venu en voyage sur Terre. On s'éloigne un chouïa du voyage lunaire, mais la machine décrite dans le bouquin est vachement intéressante quand même. Elle est constituée d'un siège surmonté de deux gros globes de verre couverts d'une fine couche d'or et disposés sur une plateforme où ils peuvent tourner sous l'action d'un mécanisme à ressort. Les globes sont au contact de blocs de camphre et en tournant, ils créent de l'électricité statique qui elle-même sert à générer de la lumière. L'intense lumière ainsi créée change la pression atmosphérique autour de la machine, ce qui permet à son pilote de naviguer. Alors évidemment, cet engin nous paraît tout aussi con que les autres avec nos connaissances actuelles, mais même si ce machin ne permet pas de voler, faut quand même dire que ce cher Louis-Guillaume de La Folie a théorisé la dynamo avant son invention dans les années 1860. C'est pas si mal. Bon, avançons jusqu'en 1835 et l'invention de l'ascenseur spatial. Oui, en 1835. Il s'agit de la publication d'une série d'articles dans le New York Sun, soi-disant écrits par un savant rapportant les découvertes de John Herschel, vous savez, le fils de William qui a découvert Uranus et qui est lui aussi astronome. À l'époque, on ne sait pas encore quelles conditions règnent à la surface de la Lune, et donc la présence de vie y était encore jugée plausible. D'ailleurs, en 1778, William Herschel a cru avoir observé les lumières d'une ville à sa surface. Mais déjà dans les années 1830, avec le progrès des optiques, il paraissait de plus en plus clair que la Lune était déserte. Mais bon, les fake news et les articles parodiques, ça date pas d'hier. Et donc, le New York Sun annonçait la découverte de licornes et de castors sans queue à la surface de la Lune, sans compter une civilisation d'hommes chauves-souris. En parallèle de ces histoires capillotractées, ces articles étaient accompagnés d'illustrations, dont celle-ci, décrivant un bateau relié à deux chaînes et se servant du vent généré par un soufflet embarqué à bord pour gonfler une voile et propulser l'embarcation jusqu'à l'astre des nuits. Alors, bien évidemment, il n'y a aucun intérêt à critiquer ce genre de vaisseau imaginaire. Mais tout comme les projets d'ascenseurs spatiaux modernes, je suis obligé de demander
Si c'est ça la méthode pour aller sur la Lune, comment les chaînes ont été fixées en premier lieu? Allons maintenant jusqu'à l'année 1865 et la parution du roman qui a le plus marqué la culture populaire quant au voyage lunaire. De la Terre à la Lune, trajet direct en 97 heures 20 minutes de Jules Verne. Bon alors, s'il y en a un que vous devez lire, c'est celui-là. C'est du Jules Verne, donc il y a quelques passages descriptifs qui peuvent être un peu longs, mais les personnages du bouquin sont hauts en couleur et Verne s'appuie sur les connaissances déjà solides de l'époque. Là, on peut réellement parler de science-fiction. Bien évidemment, un tel voyage aurait été impossible, mais le plus gros du récit tient la route, et c'est ça qui le rend cool. Sans compter un humour assez décapant. L'histoire est celle du Gun Club, la NRA si vous préférez, qui, après la fin de la guerre de sécession, sombre dans la décrépitude, puisqu'il n'y a plus de canons à produire et inventer. Le président du Gun Club, Impey Barbicane, décide alors de se lancer dans un projet d'envergure. Construire le plus grand canon jamais conçu pour envoyer un projectile sur la Lune. Un combat de coq assez cocasse entre les protagonistes de l'histoire les mène à prendre place à bord de l'obus qui est alors aménagé en vaisseau spatial. Celui-ci est décrit en détail et Verne s'attache à résoudre tous les problèmes que peuvent rencontrer ses occupants durant le voyage. Il y a un système d'amortisseur hydraulique dans le cul de l'ogive pour amortir le départ, des couchettes allongées pour encaisser le choc, un système d'éclairage, de recyclage de l'air, des capitonnages pour éviter de se cogner en impesanteur, la totale. Mais une erreur de calcul va empêcher l'ogive d'atterrir sur la Lune et va la placer sur une trajectoire tout à fait réaliste de retour libre, qui était vraiment celle utilisée lors des missions Apollo. Et celle-ci va finir dans l'océan, ce qui permettra un retour sur Terre sain et sauf de ses occupants. Sauf le chien qui est mort lors du voyage. Non, vraiment, vous devez lire ce bouquin. Avançons encore un peu jusqu'à 1898. C'est l'année de parution de La Guerre des mondes de Wells. Celui-là aussi vous devez le lire. C'est comme le film de Spielberg avec Tom Cruise, mais avec des carrioles à chevaux. Et ça se lit pas trop mal. Mais on va pas parler de ce livre qui ne traite pas du voyage spatial si ce n'est celui des Martiens, on va parler de sa suite. Peu de temps après la sortie du livre, un deuxième roman est publié, écrit par Gareth Serviss, un astronome américain. Celui-ci est moins connu que La Guerre des mondes, mais il était pas mal populaire en son temps quand même. Dans Edison's Conquest of Mars, Thomas Edison dirige une contre-attaque contre les Martiens. C'est pas déjà ultra badass comme pitch? Attendez la suite. L'histoire commence juste après la dévastation de la Terre par les Martiens et leur décimation par la coqueluche. Les Terriens sont convaincus que les Martiens pourraient attaquer à nouveau dans un proche avenir. Pour protéger la Terre, la reine Victoria, le Kaiser allemand et l'empereur du Japon se rendent à Washington pour mettre au point une contre-attaque. La communauté scientifique, avec à sa tête Thomas Edison, se voit donner un chèque en blanc pour développer une technologie basée sur celle des Martiens. Edison va alors mettre au point un rayon désintégrateur et une machine antigravité. Avec cette technologie, une flotte de 100 vaisseaux spatiaux est équipée pour aller pougner du martien. Est-ce que je suis le seul à vouloir voir un film basé sur ce pitch ? Quoi qu'il en soit, vous pouvez lire l'intégralité de ce récit en ligne dans les archives du journal The Herald, où il a été publié en épisode. Bon, par contre, on est d'accord qu'un dispositif antigravité, c'est quand même un peu de la triche. Jules Verne, à côté, il a décrit chaque détail de son vaisseau et a répondu à chaque problème technique par une solution technologique. À côté, simplement dire « j'ai un bidule antigravité », ça fait un peu léger. Et c'est justement le reproche qu'adressera Verne à Wells quand celui-ci publiera son roman « Les premiers hommes dans la Lune » en 1901. Parce que dans ce roman, Cavor, un scientifique, met au point la cavorite, un métal qui crée de l'impesanteur, et il s'en sert pour construire un vaisseau à bord duquel il embarque en direction de la Lune en compagnie de Bedford, un jeune aventurier. Et faut avouer qu'à côté de la précision scientifique et technique de Verne, Bon, terminons ce tour d'horizon des techniques spatiales à dormir debout par le livre A Trip to Mars par Marcianus Filomeno Rossi, paru en 1920. Bon, ok, il va pas sur la Lune, il va sur Mars, mais son vaisseau est plutôt cool
et vachement détaillé. Le vaisseau du livre, l'Aeriolus, est une sorte de sous-marin à la coque étanche, équipé de réservoirs d'oxygène et de panneaux solaires. Pour s'élever dans l'atmosphère, il utilise le système de l'autogire, c'est-à-dire l'ancêtre de l'hélicoptère. Une fois arrivé aux portes de l'espace, quand l'air se raréfie, le vaisseau utilise des canons dirigés vers l'arrière, et c'est le recul de chaque tir d'obus qui le propulse dans le vide de l'espace. C'est pas complètement con quand on y pense. Le rendement est juste horriblement mauvais. Mais on est en 1920 et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près à ce moment-là qu'on voit apparaître des récits parlant de fusées. Seulement 30 ans plus tard sont publiées les premières planches d'objectifs Lune qui, bien qu'ayant une avance de presque 20 ans sur le premier alunissage, décrit un voyage lunaire pas si déconnant que ça. Mais pareil, celui-là, allez simplement le lire. Aujourd'hui, aller sur la Lune n'est plus de la SF, donc on est passé à la vitesse supérieure, et la science-fiction actuelle essaye de nous dépeindre des missions martiennes ou la colonisation spatiale. Et comme pour ces vieux récits qui nous paraissent soit ridicules, soit drôlement bien inspirés aujourd'hui, la science-fiction actuelle est un savant mélange de bonnes idées et de propositions stupides. Mais lesquelles se révéleront les plus réalistes ? Pour le savoir, va falloir attendre que les vrais ingénieurs planchent sur la question. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks, et à la revoyure.